Bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Salon ProDurable dont nous sommes tous très heureux qu'elle ait pu se tenir malgré le contexte sanitaire extraordinaire que vous connaissez. Donc, merci d'ailleurs aux invités d'avoir maintenu leur participation et d'avoir été présents à tous les rendez-vous de préparation et à vous, public, d'être ici aujourd'hui. Donc, deux informations pratiques. On bénéficie exceptionnellement d'1 heure de temps, ce qui nous laissera le temps de poser le débat et de répondre à le maximum des questions que vous pourrez vous poser. Deuxième chose, pour poser les questions, les contextes sanitaires fait qu'on doit passer, on ne va pas passer le micro, mais il y a un module que vous trouvez sur Internet au Salon ProDurable. Vous cliquez sur le lien de la conférence et vous pourrez poser vos questions auxquelles on répondra dans un second temps. Voilà, ça c'est pour les informations pratiques. Donc je suis très heureuse de vous accueillir à cette table ronde dédiée à l'ancrage territorial des entreprises. Nous avons décidé de l'intituler « Ancrage territorial, l'union fait la force ». Pour en débattre avec nous aujourd'hui, 4 intervenants de prestige engagés sur les territoires. Donc, de ma gauche à droite, nous avons Stéphanie Goujon, directrice générale de French Impact, Monsieur Frédéric Von Ems, qui est directeur général Hauts-France de Veolia, Betty Marceroux, membre du comité de direction générale, directrice adjointe de la direction entreprise et du développement des territoires de la Banque Postale, et Youssef Achour, président directeur général du groupe UP. Je vous en dirai un peu plus sur chacune et chacun de nos invités au moment de leur donner la parole. J'en profite pour me présenter très rapidement. Donc, Caroline Véran, fondatrice de l'agence Croissance Bleue, qui accompagne les organisations, entreprises et ou territoires sur tous les enjeux de transformation sociétaux et environnementaux. Alors, avant d'écouter nos intervenants, je souhaitais partager avec vous quelques clés de lecture. Tout d'abord, de quoi parlons-nous ? L'ancrage territorial repose sur la volonté d'une entreprise de nouer des liens forts avec son territoire pour une création de valeurs partagées. La volonté d'avoir un impact positif sur celui-ci, comme dynamiser l'emploi, l'économie, l'entrepreneuriat, développer les liens sociaux, les services de proximité, la vie de la cité dans son ensemble. Partant de cette définition, je partage avec vous 3 clés de lecture. La première, l'ancrage territorial n'est pas un sujet nouveau, nous sommes d'accord. Il a été bien identifié et mis en pratique depuis une dizaine d'années et parle aujourd'hui à chacune et chacun d'entre vous, que vous occupiez une fonction à la direction générale, à la direction d'usine, à la direction de communication, des ressources humaines ou à la direction RSE. Donc le sujet n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, et c'est mon deuxième point, c'est l'importance stratégique que ce sujet revêt pour les entreprises et pour les territoires. Pourquoi ce sujet devient-il stratégique ? Tout d'abord, en raison de la montée en puissance de la RSE dans notre société. Donc, vous savez tous ici ce dont il retourne, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, que nous célébrons dans le Salon ProDurable depuis 2 jours. Donc, l'ancrage territorial est désormais un pilier fondamental d'une politique RSE bien construite et réussie. Pas de RSE sans approche, sans responsabilité territoriale. Qui plus est, la crise sanitaire, sociale et économique liée à la Covid-19 est passée par là. Elle nous a révélé une chose. L'engagement sociétal des entreprises affirmé dans les territoires est un élément salvateur pour les entreprises et les territoires. Au bénéfice des territoires et des populations, ces entreprises activement engagées ont su apporter concrètement et rapidement une aide matérielle, logistique ou sanitaire et répondre ainsi aux besoins les plus urgents. Fabrication de gel hydroalcoolique et de masques, conception accélérée de respirateurs artificiels et de tests de dépistage, mise à disposition de moyens de transport, détachement de salariés bénévoles pour des missions d'appui, etc. Donc, ces entreprises ont également, dans leur action sur les territoires, largement contribué à maintenir le lien et la cohésion sociale. Elles en sont sorties en termes d'image, mais surtout en termes d'agilité et de compétitivité. Très concrètement, la Covid-19 a été un stress test grandeur nature pour démontrer l'intérêt et la pertinence de la RSE, car ce sont les entreprises engagées dans une démarche RSE qui ont su faire preuve de davantage de résilience et qui ont eu un coup d'avance, voire un train d'avance, pour organiser par exemple la protection des salariés, mettre en place un télétravail efficace, réorganiser les chaînes de production, partager la valeur partout où c'était possible. Et pour pousser un tout petit peu plus loin cette réflexion-là, ce fil conducteur, la crise du Covid-19 a permis de montrer de façon très concrète, à l'échelle des territoires, l'interdépendance essentielle de la valeur immatérielle et financière d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on a vu
concrètement comment leur imbrication, et l'imbrication donc des risques extra-financiers et financiers, était plus décisive que jamais pour assurer le monde d'après. Mon troisième point, c'est que l'échelle du territoire est pour les entreprises le périmètre pertinent pour agir. Que l'on soit un politique, un chef d'entreprise, une association ou un citoyen, lorsqu'on veut agir efficacement, il faut absolument se poser la question du périmètre. Quel est le meilleur périmètre pour agir, fédérer, influer, innover en fonction des moyens dont je dispose et en minimisant évidemment les prises de risque? Nous nous posons tous cette question. Le territoire est le bon périmètre pour agir efficacement. Alors, je précise juste ici, parce que je ne l'ai pas fait, la notion de territoire ne renvoie pas forcément au découpage administratif que nous connaissons tous, ville, intercommunalité, département, région. La notion de territoire est variable et se définit davantage par les usages dans un bassin de vie. Le territoire est en quelque sorte le lieu d'incarnation des projets. C'est justement le lieu où l'on peut facilement mettre en place, tester, expérimenter, innover, mesurer, se tromper, réajuster, etc., avant de généraliser des solutions à l'échelle nationale, voire internationale. Donc le territoire est le lieu où les projets se déploient à taille humaine et où les effets des actions menées sont tangibles, palpables, incarnés. Pour illustrer mon propos, avant de donner la parole, j'avais envie de vous raconter une belle histoire. Donc ça se passe aux États-Unis, une histoire inspirante. Ça se passe aux États-Unis en 2012, dans la ville de Détroit, ancien paradis de la construction automobile. La ville a été dévastée par la crise des subprimes de 2008. Les usines sont fermées, laissant un grand nombre de salariés sur le carreau. Tom Karzottis, fondateur du groupe Fossil, qui avait un certain portefeuille, décide de lancer une marque de montres et choisit délibérément la ville sinistrée de Détroit pour le faire. Pourquoi ? Il y voit une main-d'œuvre qualifiée en sommeil, des bâtiments à réhabiliter et un territoire à relever. Il rachète donc le nom d'une ancienne marque de cirage locale, nommée Shinola, une ancienne usine qui a abrité le studio de design de la General Motors à ses heures de gloire. Et il a reconverti dans l'assemblage de montres les anciens assembleurs de l'automobile en faisant appel à des professionnels suisses avec de la formation intensive. La première édition de la montre, sortie en 2500 exemplaires chez Tiffany's, avec un positionnement assez haut de gamme, s'est arrachée en une semaine. Pourquoi ? Est-ce que les clients avaient-ils à ce point besoin d'une montre ? Est-ce que la montre présentait-elle un mécanisme à ce point révolutionnaire ou un rapport qualité-prix défiant toute concurrence ? Rien de tout ça. Absolument pas. Les gens sont venus s'offrir une histoire, celle d'un territoire et de salariés qu'on réhabilite. Et c'est précisément sur cette mécanique que Tom Karzottis a stratégiquement misé. C'était un choix stratégique. Il a fait ce pari-là. Depuis, la marque a permis de créer plus de 600 emplois. Elle se décline en maroquinerie, en vélo. Bref, un beau success story comme on les aime, à impact social, territorial revendiqué. En France, de très belles histoires comme celle-ci, des synergies, des accords gagnant-gagnant, il en existe et il en existera un peu plus chaque jour, comme vont pouvoir en témoigner nos invités. Frédéric Von Hems, je vais commencer par vous. Alors, vous êtes, la biographie, je précise, n'est pas exhaustive. Vous êtes diplômé des hautes études commerciales, vous avez commencé votre carrière dans les médias. En 2002, vous intégrez le groupe Areva. En 2009, Cegelec. Vous rejoignez Veolia en 2014 comme directeur général de sa filiale Siram en Italie, avant d'être nommé directeur général Eau France de Veolia depuis le 31 décembre 2016. Pour rappel, Veolia Eau est la branche eau du groupe Veolia qui dessert aujourd'hui plus d'un tiers de la population en eau potable, 33,7% précisément, si c'est selon le chiffre du Parisien de ce dimanche. Vous me dites si je me trompe. Donc votre métier, c'est de donner accès à tous à une eau de qualité 24 heures sur 24, de la dépolluer avant de la rendre au milieu naturel et de protéger le grand cycle de l'eau. Alors, les Français, paradoxalement, ont tendance à méconnaître le service de l'eau. Et d'ailleurs, je pense que très peu ici, je vais voir si je me trompe, connaissent le prix de l'eau au mètre cube. Petit sondage à main levée rapide. Qui, dans cette salle, connaît le prix de l'eau moyen en mètre cube en France ? Voilà, donc c'est... 4. Donc, du coup... Je parle sous contrôle, presque 4 € après, pour l'eau douce et traitement des eaux usagées. Voilà. Donc, vous voyez, on ne connaît pas le prix de l'eau au mètre cube et c'est un prix très compétitif par rapport à nos voisins européens. Mais par contre, en revanche, les derniers sondages montrent que 83% des Français ont parfaitement compris que le changement climatique entraînera un manque d'eau.
que l'eau est un des grands défis du XXIe siècle en raison du changement climatique. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai perdu ma petite fiche. Voilà. Donc, pour répondre à ce défi, Frédéric Van Hems, Veolia a décidé d'agir au plus près des territoires et a opéré pour se faire une véritable mue. Vos équipes terrain sont réparties dans 67 territoires et fonctionnent quasiment comme des PME, pour reprendre vos mots. Je vous cite: « J'adore quand un élu local me dit « Veolia, c'est une PME de 50 personnes avec le groupe Veolia derrière ». Alors, question Frédéric, pouvez-vous nous parler de cette transformation de votre organisation pour vous tenir au plus près des territoires ? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci Caroline de votre invitation. Oui, effectivement, on a transformé l'organisation de Veolia Hauts-France il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour revenir à la proximité au territoire. Et j'aime bien le titre de cette table ronde, Ancrage territorial, l'union fait la force. Je pense que c'est particulièrement vrai aujourd'hui en période de crise écologique, avec un modèle qu'il va falloir transformer, de crise liée au changement climatique, et vous l'avez dit, l'eau est un marqueur de changement climatique, et puis de crise économique suite au Covid et aux besoins de relance par l'investissement. Et je pense que vraiment le territoire est la bonne maille, hein, comme vous l'avez dit, pour arriver à faire face à toutes ces crises. Pourquoi ? Parce que c'est une maille qui est à taille humaine. Et ce n'est pas géographique, c'est à la fois de la géographie, de l'histoire, du bassin de vie. C'est l'endroit où le lien peut être créé. Et quelque part, je pense que pour faire face à toutes ces crises que je viens d'évoquer, le sujet majeur, c'est de réhumaniser et de remettre du lien et de refaire travailler les gens ensemble. Et que c'est le titre, l'union fait la force. C'est tous ensemble qu'on peut arriver à trouver les solutions, à les construire, à les mettre en œuvre. Et c'est évidemment vrai pour les entreprises également, hein. L'entreprise a besoin de se réinventer. Mon patron Antoine Frérot a une phrase qui est très forte sur le sujet, qui est de dire une entreprise est prospère parce qu'elle est utile et pas utile parce qu'elle est prospère. C'est très fort. On a vécu depuis 50 ans avec Milton Friedman et le fait que l'entreprise, elle était là pour maximiser le profit pour ses actionnaires. Si on continue comme ça, plus personne ne voudra travailler pour les entreprises. Donc il faut vraiment changer les choses et c'est l'utilité qui fait la prospérité et pas le contraire. Du coup, c'est pour ça qu'on est maintenant une entreprise à raison d'être. C'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé, qui a créé une immense dynamique dans l'entreprise. Et c'est une raison d'être qui n'est pas juste éthérée, mais qui est vraiment très travaillée, très ancrée, et avec des critères de performance plurielle. Donc des critères pas uniquement de performance économique, mais de performance sur l'impact territorial, sur l'impact environnemental, sur l'impact social, sur l'impact sociétal. Alors dans l'eau, évidemment la proximité, c'est dans la génétique de notre métier. On travaille dans les territoires, hein. L'eau, un litre, ça pèse 1 kilo. Donc on amène à peu près 120 mètres cubes au domicile de chacun chaque année. Ça veut dire qu'on amène 120 tonnes de matériel, l'eau, et qu'on récupère 120 tonnes d'eau usée. Donc évidemment, on ne va pas la chercher très loin, c'est toujours l'eau du coin, et c'est toujours avec les collectivités locales du coin, avec les acteurs du coin. Et justement, si on n'arrive pas à réinventer en mettant les forces ensemble, on n'y arrive pas. Alors, on était confronté à une problématique, c'est que pour ceux qui connaissent un peu ce métier, il s'est beaucoup développé depuis longtemps avec ce qu'on appelait la DSP, la délégation de service public. Et dans l'esprit de pas mal de gens, cette délégation de service public, c'était qu'on nous filait les clés du camion, et puis rendez-vous dans 30 ou dans 40 ans. Bon, et évidemment, ça ne marche plus, parce que les collectivités locales, les élus, les services, ils ne veulent pas déléguer le service public. Ils en sont responsables devant les électeurs, citoyens, usagers, consommateurs, quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc, ils veulent être impliqués. Par contre, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution que de le faire eux-mêmes.
ils ont peut-être intérêt à sous-traiter. Donc on s'est dit, on veut changer d'approche, se réinventer et passer de la DSP au CSP, au contrat de service public, avec des gouvernances impliquantes, avec de la transparence, et justement en essayant de travailler ensemble. Et pour ça, vous l'évoquiez, Caroline, on a effectivement complètement changé l'organisation de l'entreprise le 1er janvier 2018. Elle était très centralisée, elle était très en pyramide classique avec plein d'étages. On s'est dit, on veut changer de mode de fonctionnement et être beaucoup plus dans le collaboratif et par principe de subsidiarité, remettre le maximum de responsabilité au plus près du terrain. J'insiste sur la subsidiarité parce que dans l'esprit de pas mal de gens, c'est la délégation. C'est-à-dire, subsidiarité, c'est dans ma grandeur, je délègue des responsabilités aux étages qui sont en dessous de moi. La subsidiarité, c'est l'inverse. La subsidiarité, c'est un principe ascendant. C'est de dire qu'il est logique que les responsabilités soient au plus près des gens qu'elles concernent. Donc qu'elles soient le plus bas possible dans l'organisation. Et qu'elles sont sous-traitées, déléguées au niveau supérieur, dès lors que ça fait du sens. Donc on a rescreené complètement notre organisation pour mettre en place 66 territoires, pas 67, on en a regroupé 2, 66 territoires. Donc maintenant, la pierre angulaire de notre organisation, c'est vraiment 66 territoires, avec chaque fois un patron ou une patronne de territoire, à qui je dis effectivement, vous êtes des patrons de quasi-PME. Attention, devant PME, il y a quand même quasi, parce que quelque part, ce qu'attendent de nous les collectivités locales, c'est qu'on soit glocaux, avec un petit G et un grand L, très très locaux, très très ancrés dans les territoires pour co-construire les solutions avec eux, mais quand même avec un petit G devant parce qu'ils attendent l'innovation, la réassurance d'un grand groupe, etc. Et effectivement, j'aime bien entendre dans la bouche des élus, ah ben pour moi, Veolia, c'est la PME du coin de 50 personnes avec toute la force du groupe Veolia derrière. Et pour terminer, donc ce qu'on a beaucoup travaillé avec toutes les équipes, c'est le concept de ce qu'on a appelé, c'est pas nous qui l'avons inventé, on l'a repris, de pyramide inversée. Se dire que pour fonctionner dans une organisation comme ça, c'est pas qu'il faut pas de hiérarchie. Je crois que comme dans toute organisation humaine, il faut une hiérarchie, mais qu'elle ait une posture différente. C'est-à-dire au lieu d'être à l'ancienne, classiquement, tourner vers le haut, à attendre que les ordres tombent et les transmettre en mode command and control, plutôt être tourné vers le bas, vers les attentes des niveaux qui sont en dessous, et d'être plus en mode coaching, facilitation, entraînement, donc ce qui oblige à, évidemment, un changement relativement profond d'approche. On l'a beaucoup travaillé, et on continue à le travailler, et c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un claquement de doigts. On a même travaillé sur ce qu'on a appelé des principes potables de la pyramide inversée, petit clin d'œil au mot potable, qui est dévalorisé dans le jargon courant. Un potable, c'est tout juste moyen. C'est une grosse bêtise. Potable, c'est extraordinaire. On est quand on tourne le robinet, on a de l'eau bonne pour la santé. Donc, on s'est dit, voilà, on a des principes potables, d'écoute, de bienveillance, de subsidiarité, d'essayer de mettre de la joie dans le travail. Tout un tas de choses qui sont évidemment pas nécessairement très habituelles pour des grandes organisations, mais pour revenir au point de départ, qui me semble essentiel aujourd'hui pour faire face à toutes les crises auxquelles on a besoin de faire face ensemble, sachant que c'est vraiment en réhumanisant qu'on y arrivera, et c'est en arrivant à joindre le grand sens et le petit sens. C'est-à-dire, on est dans une crise de sens aujourd'hui, tout le monde parle de sens. Bon, chez Veolia, notre motto, c'est ressourcer le monde. C'est formidable, c'est enthousiasmant. En tout cas, moi, ça m'enthousiasme vraiment tous les matins. Mais après, il faut que ce grand sens, il rejoigne le petit sens pour chacun dans son boulot dans la boîte. Qu'il soit dans une tranchée, qu'elle soit dans un bureau, quel que soit le rôle. Et arriver à trouver la connexion entre ce petit sens et ce grand sens, je pense que ça passe beaucoup par l'ancrage territorial, par l'ouverture. C'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant pour un groupe comme le vôtre, qui effectivement qui est un groupe très important, c'est de faire le pari de l'ancrage territorial. C'est pas un outil,
c'est une nouvelle culture d'entreprise qui permet à chacune de vos directions sur les territoires d'être vraiment indépendant et d'aller dans la granularité des territoires, de ce que j'ai compris. Et que quand je vous ai posé la question vous m'en donnerez un ou deux si vous le voulez bien, d'exemples que vous déclinez un peu systématiquement, d'actions vertueuses, vous me dites, mais en fait, il y en a plein, parce qu'elles prennent la couleur de là où on la trouve en fonction du territoire sur lequel on est. Donc il n'y a pas du tout, c'est un parti pris qui est quand même pas anodin, un parti pris de ne pas imposer 4-5 sujets structurants que vous allez décliner sur tout le territoire. C'est au contraire de démultiplier toutes les initiatives locales et de vraiment de faire ce pari-là. Donc l'ancrage territorial, c'est une culture d'entreprise en fait chez vous. Absolument. C'est dans la génétique de l'entreprise, vu son métier. C'est un outil, mais effectivement, dans ce qu'on a fait ces dernières années, et que je viens de rapidement décrire, c'est beaucoup plus profond, et c'est le fait de redonner à chacun sa place, de redonner à chacun des espaces de liberté et de pouvoir effectivement mettre en place des tas d'expérimentations. Il y a des tas d'exemples liés à ça. Est-ce que vous pouvez nous en donner, je vais être obligée de surveiller le chronomètre, je suis désolée, Frédéric, nous donner un exemple en particulier d'une initiative Alors un exemple, nous on travaille beaucoup sur des appels d'offres, on répond à des appels d'offres organisés par les collectivités. Et avant, c'était fait par une cellule spécifique quelque part qui répondait aux appels d'offres. Maintenant, on répond aux appels d'offres avec les équipes locales. Et on a même toute une méthodologie qu'on appelle « Boost mon offre », en mauvais franglais, où on implique toutes les équipes, et y compris, on implique des salariés qui peuvent travailler dans la tranchée ou dans l'usine pour préparer les auditions, ou pour nous accompagner, y compris des représentants syndicaux de l'entreprise qui viennent nous accompagner en audition. Et on fait même des ateliers avec la loi Sourçage qui existe maintenant, où on implique en amont les clients pour venir nous dire quel est le type d'indicateur qu'ils aimeraient avoir si effectivement après ils travaillent avec nous. Donc voilà, un exemple. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer on continuera plus tard de cet échange-là. Je vais passer maintenant à Stéphanie Goujon. Stéphanie, vous êtes diplômée d'HEC, ancienne publicitaire. Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'association French Impact, une très belle initiative gouvernementale pour promouvoir l'innovation sociale et environnementale. Vous êtes également vice-présidente du mouvement des entrepreneurs sociaux. Si vous l'étiez, vous avez été. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2015. Au sein de la section activités économiques, et vous siégez à ce titre au conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. On entend de plus en plus parler du French Impact et en bien. Alors, petit sondage à main levée, qui, avant aujourd'hui, a déjà entendu parler du French Impact ? Ça, c'est rude. Ah. Une large moitié. Une large moitié. Très bien, voilà, c'est la preuve. Votre structure salarie, je crois, aujourd'hui une dizaine de personnes, avec pour mission d'accélérer les innovations sociales et environnementales partout en France. Et pour ce faire, vous avez choisi d'agir à l'échelle des territoires en mobilisant les écosystèmes, entreprises, associations, acteurs de l'ESS, collectivités, etc. Votre méthode, c'est de réussir à mettre tout le monde autour de la table, de les faire collaborer. Voilà. Donc vous allez en parler mieux que moi. Vous m'avez dit, et c'est votre citation, je reprends vos mots, « Une entreprise seule ne peut pas grand-chose à l'échelle d'un territoire. Ce qui compte, ce sont les écosystèmes. Pour qu'il y ait une dynamique sur un bassin de vie, il faut que l'ensemble de la chaîne soit mobilisé. » Alors, ma première question, Stéphanie, comment est-ce qu'on mobilise un écosystème sur un territoire et quelle est la méthode French Impact ? Merci Caroline. Moi, je voudrais juste remercier Frédéric Van Hems pour ses propos optimistes, parce que je trouve qu'on a infiniment besoin d'optimisme en ce moment. Donc, je vais essayer de continuer dans cette lignée, optimisme et lucidité, parce que la situation est complexe. Je vais juste revenir, parce que vous avez très bien exposé on va dire la synthèse de French Impact, mais revenir sur un sondage IFOP qui date de la semaine dernière, qui dit que 90% des Français plébiscitent un État facilitateur des échanges entre les grands groupes, les entreprises, on va dire conventionnelles, et les acteurs locaux. C'est exactement ce qu'on contribue à faire au French Impact. Et pour ôter toute ambiguïté à mes propos, ce n'est pas nous qui avons commandité le sondage la semaine dernière. Mais je pense que c'est intéressant de le mentionner, parce que ça s'inscrit aussi dans la lignée de vos propos, Frédéric.
Aujourd'hui, on doit être en gouvernance un peu plus ouverte, un peu plus participative. Et si nous, on travaille beaucoup à l'échelle territoriale, c'est parce qu'on pense aussi à l'impact que ça a pour les citoyens, pour les habitants du territoire. Donc French Impact, initiative gouvernementale structurée en association, qui a pour mission effectivement de fédérer tous les acteurs autour de l'innovation sociale dans le cadre de programmes concrets qui font effectivement intervenir différents univers. Nous, en fait, notre métier, quelque part, c'est de faire passerelle entre des mondes qui ne se parlent pas encore assez, le monde des pouvoirs publics à tous les échelons, le monde de l'économie dite conventionnelle, j'aime pas tellement ce mot-là, mais c'est pour qu'on comprenne, donc, grands groupes, mais aussi PME, ETI, territoire de l'économie traditionnelle, on va dire, qu'il est de moins en moins, et le monde de l'économie sociale et solidaire, des innovateurs sociaux, acteurs de terrain souvent plus petits, ou en tout cas plus agiles, qui, grâce à leur proximité, peuvent amener énormément de choses aux grands enjeux de notre temps. Et c'est pour ça qu'on est viscéralement ancré dans le territoire. On sait qu'il y a des solutions qui existent sur les territoires, des solutions locales, à des grands enjeux qui sont sur le champ des transitions écologiques et solidaires, qu'on parle, et l'accès à l'eau peut en faire partie, alors peut-être moins en France, mais en tout cas l'accès à une énergie pas trop chère et verte, le décrochage, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre le gaspillage, il y a des sujets aussi de relocalisation industrielle dont on parle beaucoup en ce moment. Donc on sait qu'il y a des solutions qui émanent de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale, que ces solutions, elles méritent de grandir, voire d'inspirer les politiques publiques. Et donc la théorie de l'action pour le faire, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est le décloisonnement. C'est de mettre tout le monde autour de la table. Et on ne fait pas ça dans une logique bisounours, on fait ça parce que ça fonctionne. On fait ça parce qu'on parle de performance. Si vous connaissez un petit peu le jeu de Go, il y a toute une stratégie sur le jeu de Go, ça montre, il y a eu des études là-dessus, que la coopération, c'est ce qui fonctionne. Ça fonctionne mieux que d'être tout seul dans son coin. Donc comment on va faire très concrètement, c'est que donc, dans le cadre du programme Territoire French Impact, nous, on accompagne 27 collectifs territoriaux labellisés. Et ce qui est important dans ce programme, c'est deux choses. La première chose, je l'ai dit, c'est un collectif, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 acteurs dans une équipe cœur coordonnée par un des acteurs qu'ils ont désignés. Donc on a des sujets de gouvernance qui sont complexes. La temporalité aussi du territoire n'est pas toujours la même que celle de la structure. Et on avance avec humilité sur ce sujet. Que ce collectif va réunir des parties prenantes, d'une vingtaine d'acteurs, etc. À chaque fois, les pouvoirs publics sont mobilisés, que ce soit au niveau de la métropole, au niveau de la région, il y a des cas de figure différents, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a vraiment une pluralité d'acteurs qui viennent du privé, de l'économie conventionnelle, et beaucoup, bien évidemment, de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est la coopération, le collectif. La deuxième chose, pour que ça fonctionne et qu'il y ait de l'impact, c'est qu'il faut avoir des projets. Donc nous, en fait, ce qu'on amène, c'est qu'on accompagne pour insuffler une forme de culture entrepreneuriale. Quand ils ont candidaté, ces collectifs, à l'appel à projet French Impact, et quand ils ont été retenus, ces 27, ils s'étaient prononcés, engagés sur ce qu'on appelle des grands enjeux, des grands défis dans notre jargon, qui vont être l'économie circulaire, qui vont être l'alimentation durable, qui vont être comment travailler sur le bien vieillir, voilà. Les mobilités douces, tous les sujets qui émergent encore plus fortement dans le contexte actuel. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à passer de l'idée à l'action. Et comme ils ont ce projet, ça permet de transcender. Comment ça marche ? Ça permet du coup de transcender d'éventuelles querelles d'ego ou de chapelle, parce qu'on regarde à peu près dans la même direction et on sait que ça va faire du sens. Alors j'aime bien le local là, parce que bien évidemment nous on est une initiative gouvernementale, donc on amène aussi de la méthode, voilà, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et un autre élément également qui est très précieux quand on dit l'union fait la référence et l'ancrage territorial, et qu'on travaille beaucoup chez French Impact, et je vais donner un exemple très précis, c'est l'interterritorial. Nous, on en a 27, on n'a pas 67 PME, mais déjà 27 collectifs, c'est pas mal. Et par exemple, on a Mayotte, donc département d'outre-mer, qui travaille beaucoup. Aujourd'hui, son défi, c'est l'économie circulaire. Il y a une grosse question de revalorisation des déchets.
Et il y a des acteurs mahorais qui ont envie de s'impliquer sur ces sujets, qui ont commencé des choses, qui n'ont pas forcément tous les savoir-faire en main, qui en revanche ont beaucoup de savoir-faire. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut amener? Eh bien, on amène du transfert de savoir-faire avec Roubaix, qui est un collectif labellisé French Impact. Vous voyez, une autre échelle. On a des échelles, on assume en phase exploratoire d'avoir des échelles un peu différentes, mais on croit au bassin de vie. Et Roubaix est une ville zéro déchet, déjà très engagée depuis plusieurs années sur ces enjeux. Et donc là, ça y est, là, c'est en train de fonctionner. Il y a un transfert de savoir-faire entre 2 collectifs French Impact, Mayotte et Roubaix. J'aime beaucoup cet exemple, d'autant qu'il permet d'anticiper une question moi, qui me taraude, c'est que la question de l'ancrage territorial et du travail de proximité ne doit pas être fermeture sur soi et exclusive de la question de nos voisins européens ou de régions, de territoires voisins. Et donc la question, c'est bien avoir, et j'aime beaucoup cet exemple, avoir à l'esprit que mettre en place des politiques de proximité, travailler son ancrage territorial, ça ne veut pas dire qu'on a un repli sur soi. Il y a justement des écosystèmes et des constructions partagées, des enjeux adressés communément avec des voisins de l'Europe ou des territoires voisins. Cet exemple illustre parfaitement. Voilà. Vous voulez rajouter, parce que là je vois le chronomètre. Après, non, mais moi pour un premier exposé, je pense que j'ai été claire. J'ai d'autres exemples dans ma hotte s'il y a besoin. Ce qui est très intéressant, voilà, c'est qu'on voit que là vous abordez vraiment l'ancrage territorial comme une mise en orchestre et en action très concrète d'écosystèmes et avec ce délicat problème de la gouvernance partagée qui prend un petit peu de temps, mais qui une fois que vous y arrivez fait de beaux projets. Je vais me tourner vers Betty Marceroux maintenant. Betty, bonjour à nouveau. Bonjour. Vous êtes diplômée d'école de commerce de l'EM Lyon pour la Cité. Vous rejoignez en 2002 la société Finance Active, société leader en matière de solutions de gestion de dette et management des risques financiers dont vous pilotez le développement commercial jusqu'en 2007 sur le secteur public. Vous rejoignez la Banque Postale pour accompagner le lancement de l'activité de financement aux collectivités locales et êtes nommée directrice générale de la Banque Postale Collectivités locales en avril 2014. En parallèle, vous prenez la direction du développement de la direction des entreprises et des territoires en mode business unit, de plus en plus porteuse, qui vous permet aujourd'hui, enfin depuis 2019, d'intégrer le comité de direction générale de la banque. Voilà. Donc, la Banque Postale est la Banque française des entreprises et du développement des territoires. En échange préparatoire, vous m'avez rappelé que la mission intrinsèque d'accessibilité bancaire pour tous de la Banque Postale, c'est très important de le rappeler, je voulais le faire ici, une banque citoyenne qui permet aujourd'hui à 1,6 million de citoyens en situation de fragilité bancaire d'ouvrir un compte à partir de 1,5 €. Donc, c'est la mission intrinsèque. Alors, pareil, petit sondage à main levée, qui avait connaissance ou se souvenait de cette mission intrinsèque de la Banque Postale comme banque citoyenne sur cette accessibilité? Très bien. Ça va. C'est une mission qui est incarnée, alors. Parfait. Donc, je rappelais cette mission-là, mais ce n'est pas la partie qui vous concerne aujourd'hui, Betty, puisque vous contribuez à réinventer la Banque Postale depuis 10 ans en développement de nouveaux services pour les entreprises et le développement des territoires. Alors, question principale, est-ce que vous pouvez nous présenter ces nouveaux services et comment vous les réinventez au plus près des territoires et nous dire comment vous opérez sur les territoires? Alors, peut-être juste avant de parler directement business, effectivement, quand on est filiale du groupe La Poste, qui a aujourd'hui l'ancrage territorial, le chevillé au corps, puisque en matière de service public, c'est aussi une mission d'accessibilité pour tout le monde, d'avoir un bureau de poste à moins de 5 minutes de chez soi. Voilà, c'est quelque chose qui est natif chez nous, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de réorganisation. Aujourd'hui, nos directeurs de secteur, qui sont les patrons des bureaux de poste, travaillent directement avec les élus locaux, et donc vous avez tout un écosystème qui fait que nativement, le groupe est décentralisé, nativement, les choses se passent sur les territoires, et nativement, du coup, la Banque Postale qui utilise les bureaux de poste est aussi au plus près des 10 millions de clients particuliers, dont ces fameuses personnes fragiles, en fait, qui en sont la clientèle. Alors effectivement, moi, vous l'avez compris dans mon parcours, donc, du coup, on gravite tous autour des mêmes écosystèmes. J'ai beaucoup œuvré pour les collectivités locales qui, évidemment,
sont dans cet écosystème déjà évoqué par mes camarades, notamment parce que c'est eux qui pilotent la commande publique, donc c'est un peu eux qui ont les clés du camion en matière d'investissement et qui vont décider d'orienter leur politique publique en fonction de leur investissement et de ce qu'ils vont mettre en avant. Alors moi, ça fait 15 ans que je travaille dessus, donc j'ai bien vu les différentes inflexions. Les dernières élections municipales montrent l'inflexion, notamment sur la partie transition énergétique. Et nous, on est premier prêteur, en fait, de cette partie secteur public qui, finalement, alimente nos entreprises. Si le secteur public, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est la crainte du gouvernement, n'actionne pas la commande publique, il n'y a plus de travail, en fait, pour les entreprises, et notamment, surtout, du bâtiment et des travaux publics. Donc, quand on parle d'écosystème, là, on est vraiment dans le cœur du sujet, du fait que si finalement nos collectivités locales trouvent des financements, les orientent positivement et travaillent en local avec toutes les boîtes qui vont effectivement construire le monde de demain et porter les politiques publiques, on a tous gagné parce qu'ensuite, effectivement, la machine se met en place. Et donc, nous, on faisait des financements classiques. On en fait 6-7 milliards par an. Vous voyez, on est un gros acteur. Mais on a aussi nos entreprises. Et donc, on s'est posé la question. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce qui a été dit aussi sur Impact, de comment on lit ça. Et alors, je vais faire ma banquière, mais le flux financier, c'est un flux qui est important, en fait, pour l'ISA, parce que c'est quand même les pépettes, et donc, du coup, ça lie intrinsèquement les deux. Et donc, un des exemples que je voulais vous donner, on a reçu hier donc, du jury présidé par Patrick Bernasconi, le prix spécial sur notre prêt vert, c'est de dire... Nous, on est à la banque, on est la première banque française en matière de RSE. C'est quelque chose qu'on a depuis 8 ans. On n'a pas attendu l'effet de mode de la RSE pour en faire un vrai sujet de développement. Le groupe La Poste est lui-même donc en neutralité carbone. Donc, finalement, nous, on est le premier financeur. Qu'est-ce qu'on fait pour influer sur la façon dont demain les collectivités locales vont porter la transition énergétique, se rapprocher des entreprises et elles-mêmes influer dans leur consultation, que les entreprises soient plus vertes dans leur construction et que tout ça, finalement, bénéficie aux citoyens qui va être là en local. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que sur les marchés financiers, vous avez un produit qui s'appelle les Green Loans. Voilà. Donc voilà, dès qu'on parle marché financier, il faut parler en anglais. Sauf que pour la commune de 5000 habitants, les Green Loans, ça ne lui parle pas, elle ne peut pas y accéder, elle ne fait pas d'émissions obligataires, elle ne sait pas ce que c'est. Et donc nous, Banque Postale, l'année dernière, on a décidé de démocratiser en fait ce type de financement en donnant accès aux plus petites collectivités locales des 500 000 euros de projet. Donc, vous voyez, à l'échelle d'une collectivité locale, c'est un petit projet, en fait. Cet accès au financement. Et ça nous permet, en fait, de véhiculer auprès de l'ensemble de nos troupes commerciales un vrai discours de cohésion où on leur dit « trouvez-nous des projets à impact environnementaux ». Évidemment sur l'eau, 2/3 des projets que nous finançons, sur la gestion des déchets, sur les énergies renouvelables, sur la rénovation des bâtiments. Donc tout ce qui fait que demain, l'élu va être au cœur des politiques publiques, va financer avec un prêt vert, va aller chercher en fait des entreprises locales pour le faire, tout ça dans un écosystème qui bénéficie à chacun. Et avant que vous me demandiez, moi j'ai plein d'exemples, je suis comme mes collègues sur ces sujets-là. Il y en a un que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est une usine de traitement des déchets qui récupère, ça va vous parler tout de suite, les déchets verts des administrés. Voilà. Donc, si pendant le Covid, vous avez coupé très largement votre pelouse et votre haie, vous voyez ce que ça peut représenter. Donc, le financement qu'on a fait que l'usine permet de transformer ça en compost qui alimente les agriculteurs locaux qui font du bio, et lesquels alimentent les commerces de proximité qui sont devenus si chers en fait à nos citoyens, notamment dans le cadre du Covid. Donc là, vous voyez, on a... Alors, je ne vais pas dire que c'est le financement qui a fait tout. Évidemment, à l'origine, il y a le choix de la collectivité locale de faire ce type de projet. Mais quand on parle de mettre tout le monde autour de la table et d'avoir quelque chose d'assez concret, là, on est véritablement dans cet exemple d'écosystème local et de vraie cohérence. Et c'est aussi comme ça qu'on fera bouger nos élus. Sur ces sujets de transition énergétique, il faut qu'ils s'approprient le sujet et qu'ils se l'approprient avec les entreprises locales qui elles-mêmes sont de plus en plus appétentes à ces points-là. Vous donnez des impulsions financières très fortes sur les sujets que vous estimez structurants et qu'il faut pouvoir décliner sur tout le territoire. Voilà, c'est vraiment ça qui est important et je pense qu'en matière de transition énergétique, on l'a bien vu dans le cas du plan de relance lancé par le gouvernement, il ne faut pas que ça soit vécu comme quelque chose de coercitif ou de toujours, qui fait tu auras ça si tu fais ça. Non, il faut que ça devienne
progressivement un petit peu la norme et que tout le monde se soucie dans sa palette de projets de faire ce type d'investissement. Voilà. Dans les impulsions, on parlera, parce que ça sera un vrai sujet, mais on en parlera après, de la question du plan de relance. Je pense que vous avez tous beaucoup de choses à en dire. Pour incarner encore un petit peu justement ce que vous portez, il y a des sujets auxquels on ne pense pas toujours, mais vous accompagnez, vous aidez aussi la digitalisation des commerçants dans une commune donnée. Voilà, c'est des sujets comme ça. Vous en avez beaucoup entendu parler. On a un vrai sujet en France, c'est nos commerces de proximité ne sont pas suffisamment digitalisés. Voilà. Et je parlais encore récemment avec eux. Le vrai sujet, il n'est pas technologique, il n'est pas lié au fait qu'ils ne sont pas formés, etc. Le vrai sujet, c'est que pour qu'ils s'organisent pour recevoir des commandes digitales, c'est toute une réorganisation de leur propre processus de préparation de commandes, de livraison. Et donc, ça les oblige eux-mêmes à changer leur mode de fonctionnement. Et donc, on est sur quelque chose qu'il faut véritablement accompagner en matière de conseil, en leur expliquant que, oui, il va falloir que dans leur journée, ils dédient un effectif ou un temps donné à la préparation des commandes, pour ne pas s'alourdir. Sinon, ils se retrouvent à dire il faut que j'embauche des gens rien que pour préparer les commandes. Donc, finalement, ce n'est pas rentable quelque part pour moi. Et puis de se dire, mais demain, les usages changeants, ça arrive en fait. Il faut absolument, donc le Covid nous aide pas mal, que vous vous équipiez, que vous commenciez, que vous testiez et que progressivement, vous changiez vos modes de financement. Donc ça, c'est pareil. Et ça touche les commerçants, mais aussi dans les belles histoires. Voilà, pendant le Covid, on avait un médecin qui faisait la télémédecine. Voilà. Donc la vidéo, à la limite, il s'est bricolé une webcam, mais il ne pouvait pas encaisser ses consultations. Oui. Voilà. À distance, on lui a équipé ce qui permet d'encaisser par carte bancaire les paiements des particuliers et il a pu fonctionner. Sinon, on avait là concrètement, à un moment donné, la machine se bloque juste parce que on n'a pas pu mettre les solutions idoines en place et donc c'est important d'être très très réactif sur ces sujets-là. Très intéressant. Merci pour ce témoignage, Betty. Je vais donner la parole maintenant à Youssef Achour. Vous êtes, après un cursus de 3e cycle en gestion finance à l'Université de Paris 13, vous débutez votre carrière professionnelle en exerçant des fonctions financières au sein de différentes structures, dont la Caisse des dépôts et consignations. Vous rejoignez le groupe UP en 1999 pour travailler auprès de la présidence au développement et la diversification des activités. Et là, vous multipliez les fonctions et les responsabilités dans le groupe en France et dans la zone Europe-Méditerranée. Vous êtes élu administrateur du groupe depuis 2007 et en devenez le président-directeur général en 2019. Alors, le groupe UP est un groupe coopératif international créé en 1964, présent sur 4 continents et dans 30 pays, avec 3600 collaborateurs répartis dans le monde. Historiquement, vous avez créé le célèbre chèque déjeuner, un modèle de paiement original et pionnier qui associe un bénéfice partagé pour un bénéfice partagé l'ensemble des parties prenantes, les bénéficiaires, les entreprises, les commerçants, les pouvoirs publics et les collectivités. Alors, petit sondage à main levée également, qui se passera en 2 questions. Qui dans la salle connaît l'existence du chèque déjeuner ? On peut dire que c'est quasi 100%. Deuxième question, qui dans la salle a déjà utilisé ou fait utiliser, si vous êtes à la direction d'entreprise, le chèque déjeuner ? Voilà, donc on a la notoriété et l'usage qui est bien présent. Youssef, vous m'avez dit, donc depuis l'invention du chèque déjeuner, vous démultipliez l'ingénierie en solutions de paiement au plus près des territoires. Vous m'avez dit, notre démarche d'innovation, elle ne s'invente pas en salon et en laboratoire. On reçoit les besoins et les demandes de nos parties prenantes sur un territoire donné et on cherche ensuite la meilleure solution pour eux. Chez nous, tout part du terrain et du territoire. Alors, ma première question, est-ce que vous pouvez nous présenter les 2 grands volets, je crois, de votre activité et votre démarche sur les territoires ? Oui, effectivement, merci Caroline, bonjour à tous. Effectivement, pour expliquer ce qui nous lie au territoire, faut effectivement repartir de nos produits. Aujourd'hui, un produit comme le chèque déjeuner, qui est le produit emblématique qu'on retrouve effectivement, et on l'a vu là, dans l'usage quotidien des gens, parce que le chèque déjeuner, c'est un titre restaurant. C'est un titre restaurant et tous les commerçants
ont effectivement cette vitrophanie orange, tous les restaurateurs en tout cas. Et puis pour d'autres produits comme le chèque cadeau, qui est aussi un produit, le cadoc, qui est aussi un produit très populaire, les commerçants ont leur vitrophanie pour dire on accepte ce produit. Donc dès l'origine du chèque déjeuner, puisque la société s'est appelée chèque déjeuner jusqu'il y a 4-5 ans. Et ensuite nous avons transformer le nom pour garder la marque chèque déjeuner, mais le groupe aujourd'hui s'appelle Up. Mais au travers chèque déjeuner, ce qui est important, c'est de comprendre que depuis 1964, notre travail, c'est de relier trois acteurs qui se trouvent être, en règle générale, des acteurs situés au niveau local. C'est une entreprise, un salarié, une entreprise qui finance et qui nous commande des titres, des chèques déjeuner, par exemple, un salarié qui va en bénéficier, lui-même contribuant pour partie au financement de ce titre restaurant, et en bout de course, un commerçant qui va l'accepter. Donc on est bien, notre rôle, nous, le groupe Up aujourd'hui, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, c'est d'être le tiers de confiance, celui qui effectivement va garantir que ce triptyque relationnel, que cet échange de flux se passe et qu'en bout de course, bien évidemment, nous garantissions le remboursement aux restaurateurs ou aux commerçants du titre, qu'il soit un chèque déjeuner, qu'il soit un chèque cadeau, qu'il soit un chèque culture, qu'il soit un chèque d'accompagnement personnalisé, un chèque service, comme on dit aujourd'hui, ou qu'il soit des produits dédiés et éventuellement réalisés avec des partenaires. Donc, naturellement, dès l'origine, au travers du chèque déjeuner, au travers du chèque cadeau, nos produits s'adressaient à des acteurs situés au niveau local et territorial. L'entreprise à qui on s'adresse fournit à ses salariés ces titres qui vont les consommer dans le territoire, dans l'espace. Dans les commerces de proximité. Oui. Tout à fait. Et donc, effectivement, nos produits ont l'avantage, effectivement, de pouvoir alimenter, de pouvoir participer par le pouvoir d'achat complémentaire qui est apporté aux salariés, de pouvoir alimenter, je dirais, la vie économique du territoire sur lequel, effectivement, se situe l'entreprise, le salarié et le commerçant. Donc, ça, c'est, je dirais, notre relation sur le territoire avec le salarié et l'entreprise. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui et qui nous relie encore plus fortement au territoire. C'est le fait, effectivement, que nous sommes aujourd'hui un acteur de référence auprès des collectivités locales. Que ce soit, quelle que soit la nature des collectivités locales, et même je vais plus loin, des organisations sociales, des structures associatives, etc. Puisque aujourd'hui, à peu près toutes les collectivités locales, en particulier les conseils départementaux et les conseils régionaux, font appel à un moment ou à un autre à nous. Et cette fois, ils font appel à nous pour le citoyen. Bon, là, on n'est plus dans le registre du salarié. Là, la collectivité locale va nous demander, cette fois, d'imaginer avec eux une solution, un produit, une solution de paiement qui va lui permettre de pouvoir animer ses politiques publiques, de pouvoir effectivement faire vivre et pouvoir faire circuler de manière efficace, je dirais, son objectif de financement, d'accompagnement sur le territoire donné, sur l'espace concerné, ces politiques publiques. Ça peut être de la culture. Donc, à ce moment-là, on nous demande effectivement de produire des chèques culture qui vont s'adresser, je dirais, à des populations définies. Ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes qui n'ont pas accès, et pour faciliter l'accès au théâtre, l'accès au cinéma, faciliter l'accès aux musées, etc. Donc ça peut être des jeunes, ça peut être d'autres populations. Et l'objectif à ce moment-là, c'est dans le cadre d'une politique clairement identifiée, orientée. Nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de mettre en place un dispositif d'ingénierie sociale qui va permettre de garantir au pouvoir public que l'argent qui a été injecté dans l'économie n'est pas injecté de manière directe sous forme, je dirais, de versement liquide ou cash, mais par la monnaie affectée et la monnaie dédiée que nous allons produire, va être parfaitement orientée vers l'objet qui a été défini par les pouvoirs publics. Et ça, c'est une mission un peu plus dans l'ombre, un peu plus invisible, parce qu'en fait, là, on ne s'affiche pas. On ne s'affiche pas. Nous sommes un partenaire. Nous travaillons avec, je dirais, la collectivité locale,
nous travaillons avec la mairie, nous travaillons avec les CCAS, nous travaillons avec le département, la région, en fonction des observations. Pour vous donner un autre exemple, nous travaillons quasiment avec tous les départements français pour accompagner leur mission de financement de l'action sociale. Des produits comme le chèque emploi-service universel, le fameux CESU, hein, pour financer, pour accompagner les personnes âgées sur les territoires. Nous accompagnons aujourd'hui une vingtaine de départements en France sur ces sujets-là, sur la petite enfance, sur l'accompagnement du handicap, sur tous ces sujets-là. Et notre rôle est toujours le même. C'est, nous faisons notre métier, mais cette fois, au lieu d'un produit universel, chèque déjeuner cadeau, nous construisons avec la collectivité locale, à partir d'un budget défini et à partir, je dirais, d'une volonté d'associer le plus grand nombre, que ce soit les utilisateurs, les bénéficiaires, mais aussi les commerçants. Et là, c'est notre relation, cette fois, avec ce qu'on appelle le réseau qu'on nous demande de construire, de réaliser spécialement pour cela. Eh ben, nous participons activement au financement et à l'alimentation sur le territoire des politiques publiques, et nous essayons de les rendre les plus efficaces possibles, les plus utiles possibles, et bien évidemment, ensuite, de pouvoir permettre aux collectivités locales de pouvoir encore mieux organiser leur politique publique. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a vraiment vous donnez les moyens d'avoir une bonne affectation des ressources. Parce que donner de l'argent, c'est une chose, mais s'assurer qu'il va être utilisé précisément pourquoi on l'a donné, c'est tout le problème. Et que donc, du coup, avec ces solutions-là, si l'argent doit être dédié à un poste culture ou un poste alimentation, un poste accès aux soins, etc., vous permettez cette distribution de l'argent parachute au plus près des besoins dans les territoires et en verrouillant les circuits qui pourraient être biaisés. Nous sommes dans ce cadre-là, effectivement, nous sommes vraiment... Je l'ai évoqué tout à l'heure, vraiment, c'est la notion de tiers de confiance. Je rappelle aussi, hein, pour information, que même notre démarche, notre façon de... Nous sommes un émetteur de monnaie. Nous sommes un émetteur de monnaie, certes affecté, mais nous sommes un émetteur de monnaie. Et donc, nous sommes, dans notre métier, nous sommes sous le contrôle de la Banque de France et de la Direction du Trésor, qui, bien évidemment, veille à ce que nous assurions la contrepartie financière. Entre ce que nous émettons et ce que nous recevons, nous avons bien l'argent toujours en face de nous, car nous devons à tout moment être capables de rembourser l'ensemble des financeurs comme l'ensemble des commerçants. S'ils sont détenteurs de titres et qu'ils nous les renvoient, nous devons les rembourser immédiatement. Et on sait que cet argent est très utile pour un certain nombre de populations dans tous les territoires. Oui. Et d'ailleurs, je me permets de vous demander de me raconter cet exemple que j'ai trouvé très touchant, puisque vous-même, vous avez un parcours qu'on a rapidement cité. Vous êtes un enfant qui a grandi grâce à ces soutiens-là. Vous pouvez peut-être faire un petit écho à cette anecdote-là. Oui, tout à fait, parce que bon, effectivement, je suis né en Seine-Saint-Denis et toute ma vie, toute mon enfance, en fait, j'ai vécu d'aide publique, hein, de soutien, de financement des collectivités locales. Et donc, j'ai souvenir pour moi, effectivement, que dans mon enfance, je bénéficiais des chèques culture, des chèques services, des aides que la mairie, les CCAS, apportaient. Et souvent, bien évidemment, pour finir les fins de mois, les chèques services permettaient effectivement à la famille de pouvoir, je dirais, aller consommer dans les magasins de l'époque, qui ont disparu maintenant, mais c'est les magasins de l'époque, et de pouvoir effectivement être certain de pouvoir profiter, je dirais, et de pouvoir bénéficier d'aide alimentaire, mais sous forme de chèques d'accompagnement personnalisé, ce qu'on appelle aujourd'hui des chèques services. Et ça a marqué mon enfance. Donc ça fait toujours bizarre, après, de se retrouver, je dirais, à la tête d'un groupe dont la mission sociale. Et effectivement, donc j'ai toujours vécu ça. Et en plus, dans un univers où, effectivement, il y avait aussi beaucoup de coopératives. Donc c'est la situation, l'adjonction des sols. Et les SCOP, à l'époque, étaient aussi très à la mode dans les années 70. Et donc, j'avais en même temps, dans ma cité, la ville qui nous aidait, qui nous accompagnait, et plein de petites SCOP qui sont dans une logique un petit peu de salariés, de personnes qui se mettaient, qui prenaient leur destin en main, qui décidaient de construire entre eux leur projet économique au travers d'une coopérative de production.
Merci. Alors, je vois que le temps file à toute allure, donc il y a quelques questions posées dans la salle. Je vais vous poser avant une petite question. Vous répondez vraiment très rapidement, puisque c'est vraiment d'actualité, sur ce que le Covid a révélé ou peut-être changé dans votre approche du territoire, ou qu'est-ce qui vous a paru particulièrement saillant avec la crise Covid. Frédéric. Vous me regardez, alors donc je me sens amené à vraiment répondre. Et courte, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été un crash test parce que je pense que effectivement les entreprises qui étaient ancrées territorialement ont pu répondre beaucoup mieux à la crise parce que les gens étaient en connexion avec les territoires autour d'eux, les gens étaient en position de prendre des responsabilités et d'initiatives et c'est ce qu'il fallait pour réagir vite en situation de crise. Stéphanie. Moi, je vais répondre peut-être par rapport aussi au plan de relance et à la déclaration de politique générale de notre Premier ministre qui met les territoires au cœur de la solution. Je pense qu'on a déjà vu, on a vu avec la crise Covid à quel point, effectivement, nos territoires recelaient de solutions. Et il y a quand même toujours un risque avec des mesures exceptionnelles qui sont prises aujourd'hui par le ministère de l'économie, par le ministère du travail, d'asymétrie en fait entre ces mesures-là et l'application qu'il va y avoir sur les territoires. Et là va intervenir tout le travail des financeurs. Alors nous, on va travailler plus particulièrement avec la Banque des territoires, mais on travaille plus largement avec d'autres financeurs. Et voilà, et je pense on est dans le même groupe. Voilà, non mais tout à fait. Et donc je pense qu'il faut qu'on travaille plus spécifiquement avec la Banque postale, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui, grâce à la tribune, va sûrement l'être. Voilà. Parfait. Du coup, en rebond, c'est vraiment de se rendre compte que les situations, en plus, au sein des territoires, ne sont pas les mêmes. J'étais encore en réunion tout à l'heure. Certaines collectivités locales qui étaient déjà dans des situations assez complexes ont dû mettre à la poche pour aller chercher des masques, mettre du gel hydroalcoolique et puis surtout doter leur association de dotation additionnelle. Donc en fait, quelque part, même si l'État a créé des dispositifs pour un peu absorber comptablement ces sujets, on voit bien qu'on va avoir des accompagnements différents entre ceux qui avaient un peu de rein solide et qui finalement ont pu absorber ça, et ceux qu'on va devoir particulièrement aider, un peu comme nos entreprises et nos pros d'ailleurs. C'était tout l'objet du PGE, parce que justement, c'est dans ces moments-là que le banquier doit être à côté et accompagné pour que sur les 2 ans à venir, tout ça se remette à flot et qu'on oublie ce mauvais passage. Oui. Merci. Youssef. Oui, pour nous, ça a été une situation assez contrastée, parce que nos produits universels ont été marqués, frappés par la crise, comme tout le monde. C'est sûr que les entreprises sont fermées, il n'y a plus de commandes de titres restaurants, il n'y a plus de commandes de titres cadeaux, etc., etc. Mais de l'autre côté, par contre, on a été, sursollicité par les collectivités locales et par l'État, nous demandant effectivement, là, cette fois, d'agir, de participer, je dirais, à des actions, que ce soit au niveau lancé par l'État, comme par exemple, comment, à partir du moment où excusez-moi, mais malgré tout, c'est nos produits sociaux. Nos produits par nature sont des produits sociaux, mais comment effectivement nourrir les SDF dans une période où il n'y a plus d'espace dédié, ouvert. Et à ce moment-là, l'État nous a demandé effectivement d'équiper, de fournir auprès des préfectures des titres, des chèques services pour 60 000 SDF. Et notre mission a été de produire ces titres, de les envoyer vers les préfectures et qu'on s'assure que les préfectures assuraient bien ça auprès des associations pour que les chèques services soient distribués aux SDF et qu'avec ça, les SDF puissent aller dans les petites enseignes, dans les enseignes pour effectivement pouvoir acheter et pouvoir consommer des biens alimentaires de première nécessité. Mais après, il y a eu des multitudes. La ville de Brest, l'agglomération de Brest, qui nous a confié, qui nous a demandé de mettre en place un dispositif de substitution pour les cantines, pour les enfants, effectivement, qui n'avaient plus accès à la cantine. Donc, c'était un vrai problème pour certaines familles et certaines populations. Le Crous de Bordeaux, qui nous a demandé effectivement de pouvoir organiser un dispositif pour les étudiants qui étaient bloqués dans les universités, etc. Donc des études de cas, des situations où on a dû en permanence effectivement organiser des dispositifs pour accompagner les pouvoirs publics, que ce soit au niveau étatique, avec bien évidemment des déclinaisons locales, ou que ce soit directement les collectivités locales, les organismes locaux, etc. Donc pour nous, ça a été
un foisonnement d'idées, d'innovation sociale, mais aussi pour nous, effectivement, quand je dis d'innovation sociale, c'est-à-dire en permanence, il a fallu qu'on se creuse les ménages pour savoir comment on allait effectivement répondre aux besoins exprimés par le territoire ou par la collectivité. C'est très clair. Vraiment très très vite, on va empiéter de 2-3 minutes. Vraiment en un mot, une phrase. Quelle est selon vous la ressource territoriale qui vous paraît la plus précieuse en France? Les hommes et les femmes. Je croyais qu'il allait dire l'eau. Le collectif, je dis pareil. Le collectif, les hommes et les femmes. Il n'y a que ça qui permettra au pays d'avancer. Très bien, merci. Alors, il y a quelques questions. Il y en a une qui revient un petit peu régulièrement. C'est de savoir comment, à partir des actions que vous mettez en place sur les territoires, comment est-ce que vous mesurez les actions qui sont mises en œuvre, et notamment des KPI financiers. Donc voilà. Donc qui veut répondre? Donc ça concerne plusieurs personnes, cette question. Le moins possible. Le moins possible, parce que justement, si on veut être sans arrêt en train de contrôler ce que font les gens sur le terrain, on les déresponsabilise. Alors qu'on ait besoin de quelques... Alors nous, on aime bien parler maintenant de Key EI, de Key Inclusive Indicators, et que justement, ça ne soit certainement pas que des indicateurs financiers, mais des indicateurs de performance plurielle, de performance sociale, sociétale, environnementale, mais surtout le moins possible, de grâce. Oui, parce que sinon, on retombe dans le contrôle de gestion, dans tout ce qui a paralysé et déshumanisé nos organisations. C'est très clair. Nous, on met en place un référentiel co-construit avec les collectifs territoriaux. Donc, on a quand même besoin d'indicateurs pour mesurer l'impact, mais ce n'est pas des indicateurs financiers. Je pense que ce serait intéressant d'entendre la marque sociale, parce que je pense qu'il en faut aussi des indicateurs financiers, mais ça va être le nombre... Il faut des pépettes. Voilà, le nombre de citoyens impliqués, le nombre de bénéficiaires, le nombre de partenariats, les tonnes de CO2 évitées. C'est ce type d'indicateur-là. Et là, on est en train de construire le référentiel. Je pense que ça, c'est très important aussi de ne pas le faire en logique jacobine, mais de le faire en logique girondine. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai cité les prêts verts. Il faut savoir que les prêts verts, quand les investisseurs ils achètent ce type d'obligations, justement, il y a des reportings annuels qui visent à aller chercher ce que l'élu avait prévu dans ça. Par exemple, s'il a changé son éclairage public, de combien ça a fait baisser sa facture d'électricité, pour finalement bien rendre des comptes. Parce qu'il ne faut pas que demain, la nomenclature de prêt vert se galvaude et perde de ça. Voilà, après, on appellera ça potable ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est important que ça garde quand même certains sujets. Donc, il y a des reporting, et donc on fait très très attention avec ces agences-là que ça ne parte pas dans des choses très complexes qui vont être du coup rébarbatifs pour des élus qui n'ont pas envie de remplir 40 pages sur ces sujets. Et nous, donc comme on en fait aussi, alors on est aussi en train de travailler sur notre raison d'être, dans ce côté virage et accompagnement. On voulait prendre des engagements en fait de doublement par exemple de la production en fait à 2 ans sur ces prêts verts en disant on met tous les efforts commerciaux, peut-être que ça passera par même une objectivation commerciale à l'intérieur de leur production, mais pour dire bon ben là vraiment on s'attelle à ce sujet-là et on fait en sorte qu'on accompagne le virage. Voilà, l'usage ne se modifie que si l'offre est disponible et qu'on la propose en fait. Je suis assez persuadée de ça et donc il faut que tout l'écosystème pousse ce sujet. Vous voulez rajouter ? Oui, nous, le groupe UP, de par la nature du métier que j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes par définition dépositaires des fonds qui nous sont confiés. Et donc, notre métier, c'est effectivement de fournir des reportings aux financeurs, aux collectivités locales, non pas pour des aspects purement financiers, mais simplement, effectivement, pour qu'ils puissent juger de l'efficacité de la politique publique qu'ils ont, de la politique, de l'affectation des moyens qu'ils ont faits, et ainsi de pouvoir rectifier le tir, l'aménager, et ainsi pouvoir nous donner des nouvelles orientations pour optimiser le projet social qui est à l'origine, je dirais, du financement qui nous est confié. Donc là, effectivement, notre rôle, c'est effectivement de fournir des bons reportings, mais avec une vocation, des reportings financiers, mais surtout avec une vocation sociale. C'est-à-dire comment encore faire mieux avec le budget disponible. C'est extrêmement clair. Je crois qu'on va devoir libérer la salle. Peut-être prendre une question, après je conclurai vraiment en 1 minute. Il y a une question à la volée comme ça, c'est parce que si quelqu'un a une question à poser, qui n'avait pas une remarque ou non. Alors je vais conclure donc à la question, est-ce que le territoire peut être un terreau de réinvention et d'innovation pour l'entreprise ?
Ce débat nous permet, je crois, de répondre clairement oui. Chacune des organisations ici présentes construisent de vrais modèles d'affaires dans une vision territorialisée pour une création de valeur partagée. Donc on voit bien encore une fois que ce n'est pas l'entreprise qui va faire juste du mécénat et puis va faire ses affaires ailleurs. On est vraiment dans la réinvention de nouveaux business models avec et sur les territoires, en développant une nouvelle culture d'entreprise en ce qui concerne Veolia, en activant des nouvelles formes de coopération avec French Impact. Ce n'est pas exclusif les uns des autres, je précise. En déployant de nouveaux services de financement avec la Banque Postale et en créant des solutions de paiement solidaire sur mesure au plus près des territoires avec le groupe UP. Les enjeux sont planétaires. Juste 2 mots de conclusion. Les enjeux sont planétaires, mais les solutions sont territoriales. Fruit de nouvelles alliances. Voilà, on a le mot-clé, donc l'union fait la force, c'est dans des alliances, et c'est pas qu'être bisounours de dire ça, c'est pas juste être autour de la table et dire ok, on est d'accord. On voit bien ce qui se joue, c'est beaucoup plus fort et sérieux que ça. Les débats donc, ont permis de mettre en lumière cette délicate et cruciale question de la gouvernance partagée. C'est un sujet absolument fondamental pour que des projets puissent évoluer et aboutir sur les territoires. Il y a aussi cette question que vous avez soulignée, Stéphanie, sur la question de la temporalité. Je ne sais pas qui est entrepreneur dans la salle, mais on a toujours tendance à être d'une impatience folle et s'arracher les cheveux quand ça ne se fait pas tout de suite. Mais effectivement, le temps des territoires, le temps de la mise en place de gouvernance partagée, ça prend un petit peu de temps et il faut apprendre à faire avec sans baisser les bras. C'était une petite note sur ce sujet-là. Donc merci, l'Union fait la force, oui. Merci à nos invités pour leurs précieux témoignages et leurs implications à cette table ronde. Merci d'être venus, de votre présence, et je vous souhaite une bonne fin de salon. Voilà, je crois que c'est...